bonsoir, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la chaîne AME de la FEF, Actualité 2022 en hépatologie, qui va retracer les principales communications scientifiques de l'année en cours. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir le professeur Charlotte Constantin du CHU de Grenoble. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Jérôme. Qui va nous retracer ses meilleures communications dans le domaine de la NASH, l'alcool et du carcinome hépatocellulaire. Effectivement, alors beaucoup d'actualités en 2022. Il a fallu faire des choix. Donc j'ai choisi de commencer par l'utilisation de tests non invasifs en soins primaires ou en médecine générale. Ce premier travail est une étude rétrospective américaine menée dans un registre de soins primaires. Une cohorte de plus de 20 000 patients, inclus entre 2007 et 2018, qui avaient au moins 2 calculs de FIB4. Dans cette cohorte, au cours d'un suivi de moyenne 8 ans, il y a eu plus de 800 événements hépatiques définis par le diagnostic de cirrhose, complications de cirrhose survenue d'un carcinome hépatocellulaire ou d'une transplantation hépatique. Alors, premier élément, on se rend compte que la très grande majorité des patients avaient un FIB4 qui était bas, inférieur à 1,3. Une petite partie, près de un petit peu moins de 7%, avec un score de FIB4 élevé, supérieur à 2,67, et puis presque un tiers de la population au stade intermédiaire. Un point vraiment intéressant, c'est que parmi les 800 patients, plus de 800 patients qui ont eu un événement hépatique, au moment du diagnostic de la complication, il n'y avait pas de diagnostic de la maladie sous-jacente. Ce qui montre qu'il y a vraiment un gros travail à faire d'identification des maladies hépatiques avant les complications. D'autres données importantes de ce travail, des courbes de survie en fonction des catégories de FIB4 qui montrent en rouge que c'est surtout la population qui a un FIB4 supérieur à 2,67 qui paye un lourd tribut en termes de survie et que les courbes des scores faibles inférieurs à 1,3 ou intermédiaires 1,3 de 67 sont assez proches. Même s'il y a quand même, comme on le voit sur le diagramme à côté, des événements qui surviennent dans toutes les catégories. C'est à nouveau particulièrement la population de patients avec un FIB4 supérieur à 2,67 qui va développer le plus d'événements hépatiques. Et j'ai mis les courbes d'incidence cumulée des événements hépatiques parce que non seulement les patients avec un FIB4 supérieur à 2,67, mais particulièrement ceux qui ont un FIB4 supérieur à 2,67 de façon constante dans le suivi sont sujets à développer des complications hépatiques. Je rappelle que le FIB4, c'est un test qui est extrêmement simple à calculer et qui peut vraiment aider les praticiens en soins primaires pour identifier les patients à risque de complications hépatiques pour les adresser avant les complications aux spécialistes. Un autre travail un petit peu du même ordre, cette fois-ci réalisé dans la UK Biobank. L'idée était également d'explorer différents tests non invasifs de fibrose en population générale pour voir lesquels étaient les plus pertinents pour identifier les risques de complications hépatiques à 5 ans et 10 ans. Alors c'est une grosse cohorte, près de 200 000 patients. Ils se sont intéressés uniquement à des patients qui avaient au moins un facteur de risque de maladie chronique du foie, consommation d'alcool, obésité, diabète de type 2, pour être en accord avec les recommandations actuelles qui sont de plutôt cibler les patients avec des facteurs de risque pour faire du dépistage de fibrose. Parmi ces 200 000 patients, il y a eu un petit peu plus de 1000 complications. Et parmi tous les scores qui ont été testés, c'est l'APRI qui utilise AZAD-Plaquette et le FIB4 dont je viens de parler, qui sont les plus pertinents en fait pour stratifier les patients en fonction du risque de complications hépatiques. C'était ces 2 tests qui avaient les meilleurs R sous la courbe. Et l'élément aussi que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils ont essayé de voir si le fait de rajouter des données génétiques permettait d'augmenter la pertinence de ces tests. Et en fait, très peu pour les 2 meilleurs scores qui étaient l'APRI et le FIB4.
Et ça donne ça, en fait, quand on stratifie les patients en fonction de leur niveau de score. Vous le voyez, APRI, FIB4 permettent de bien différencier les patients à risque ou à très faible risque de complications hépatiques ou à très haut risque de complications hépatiques. Donc ça, c'est super intéressant. Ce sont des tests qui utilisent des marqueurs biologiques qui sont constamment prescrits en soins primaires et qui pourraient donc être d'une grande utilité pour les praticiens qui prennent en charge les patients avec des facteurs de risque pour savoir lesquels adresser aux spécialistes, pour les prendre en charge avant les complications évidemment. Mais pour que ces tests soient utilisés, il faut qu'ils soient connus des praticiens. Et donc, il y a un très joli travail de Clémence Canivet sur la sensibilisation aux maladies chroniques du foie parmi une population de diabétologues et de médecins généralistes. Dans ce travail, il est rapporté que les diabétologues et les médecins généralistes n'envoient pas systématiquement, ne pensent pas à la santé hépatique aussi souvent dans différents cas, notamment quand on parle de la consommation d'alcool, ce que disaient les médecins généralistes et les diabétologues, la même chose, ils pensent à la santé hépatique, mais par exemple, pour le diabète, les diabétologues avaient plus tendance à penser à la santé hépatique que les médecins généralistes, et à l'inverse, pour un patient qui présentait une asthénie, c'était plutôt les médecins généralistes qui déclenchaient un bilan de la santé hépatique. Quand on leur posait la question de savoir quel test non invasif ils connaissaient, alors les taux de connaissances en général étaient assez hauts pour les diabétologues, un petit peu moins pour les médecins généralistes, mais en fait ils connaissaient les tests non invasifs qui sont les moins accessibles pour eux, c'est-à-dire les tests payants sanguins ou le fibroscan. Et ce dont j'ai parlé, notamment le FIB4, un tiers des diabétologues connaissaient ce test, mais moins de 15% des médecins généralistes. Donc il y a un gros travail de sensibilisation aux tests à utiliser quand ils pensent à la santé hépatique, parce que finalement, ils ont l'air d'y penser, mais pas nécessairement de savoir exactement comment trier les malades à adresser aux spécialistes. Donc, les papiers que tu viens de présenter suggèrent qu'on a 2 stratégies envisageables. La première, ça serait un calcul automatisé en population générale. Et l'autre, une évaluation par calcul de FIB4 plus ciblée sur des facteurs de risque, mais qui devra passer par de gros efforts d'éducation. À ton avis, laquelle est la plus pertinente, sur laquelle il faudrait tabler aujourd'hui ? Alors, la sensibilisation des médecins généralistes, c'est celle sur laquelle il faut tabler absolument, parce que dans les recommandations actuelles, que ce soit les recommandations françaises ou les recommandations américaines ou européennes, le dépistage est déclenché sur des facteurs de risque. Donc si c'est déclenché sur des facteurs de risque, ça paraît pertinent que ça parte des médecins qui s'occupent des patients exposés à ces facteurs de risque. Néanmoins, je pense qu'on sait tous que faire de la formation continue, ça prend du temps. Il va falloir déployer beaucoup d'énergie pour former les médecins déjà installés, en plus des médecins en formation. Et l'autre stratégie que tu évoquais, le calcul systématique du FIB4, notamment dans les laboratoires d'analyse biomédicale où il y a beaucoup de prescriptions qui comportent les 3 variables du FIB4, par exemple, c'est intéressant. Il peut y avoir beaucoup de faux positifs parce que ça va être fait sans savoir si les patients sont exposés à des facteurs de risque. Donc il y a des travaux qui débutent en France qui ont pour objectif d'évaluer la pertinence de cette stratégie, et je pense que ce sera très intéressant de recueillir ces données pour savoir si réellement ça va nous aider. Ça permet en tout cas de commencer aussi à faire de la sensibilisation aux médecins traitants, parce qu'ils vont voir passer du FIB4 et avec un peu de chance, un grand nombre vont se poser la question de savoir ce que c'est. Alors, là, je sors un petit peu de la médecine générale, j'arrive plutôt aux patients pour lesquels on a déjà une stéatopathie métabolique diagnostiquée. Et quand on est hépatogastro-entérologue, la question qui se pose, c'est de savoir stratifier le patient en termes de pronostic pour statuer sur le rythme de surveillance notamment. Donc, dans ce très joli travail, plusieurs tests non invasifs sanguins physiques ont été testés et comparés. Ce travail montre que le FIB4, sur les courbes en haut,
permet de bien stratifier les patients en fonction des 3 groupes, inférieur à 1,3, intermédiaire et supérieur à 1,3, en termes de risque de mortalité à long terme. C'est la même chose pour l'élastographie qui, en fonction des seuils 8 à 12 et supérieur à 12, permet également de bien stratifier les patients les plus à risque. Mais la question qu'on se pose, donc c'est un travail c'est de savoir comment est-ce qu'on utilise, est-ce que ça a un intérêt, d'utiliser de façon séquentielle ces scores, parce que le FIB4, comme je l'ai dit, c'est un score très simple, mais en utilisant le FIB4 puis l'élastographie, ce travail le montre très bien, ça permet de bien identifier les patients qui sont les moins à risque de complications hépatiques et qui peuvent rester en soins primaires avec une prise en charge évidemment des facteurs de risque. Donc je parle des patients avec un FIB4 initial inférieur à 1,3 ou les patients avec un FIB4 supérieur à 1,3 mais avec une élastométrie inférieure à 8. Et dès qu'on est supérieur à 8, la question se pose d'une prise en charge spécialisée, de l'adressage à l'hépatogastro-entérologue, ou s'il est déjà pris en charge par un hépatogastro-entérologue, se poser la question de savoir si on sait déjà qu'il y a une cirrhose, élastographie supérieure à 12, là on met en route le dépistage du carcinome hépatocellulaire, et quand on entre 8 et 12, la question peut se poser de réaliser une biopsie pour statuer sur le degré de fibrose et savoir proposer un rythme de surveillance. Et puis, donc ça c'était un élément intéressant pour l'hépatogastro-entérologue. Il reçoit un patient qui a une suspicion de stéatopathie métabolique, il va savoir comment orienter, lesquels il va devoir garder dans sa consultation. On a parlé de l'élastographie et des seuils d'élastographie, mais on peut peut-être affiner encore plus l'utilisation des tests non invasifs en combinant différents paramètres, parce qu'aujourd'hui les tests qu'on a, ils sont assez bons pour éliminer la fibrose avancée, pas forcément toujours très bons pour en faire le diagnostic, et on est quand même encore aujourd'hui amené à faire des biopsies hépatiques pour affirmer la fibrose avancée. Dans ce travail, fait à partir d'une grosse cohorte de patients, 2 tests ont été proposés, 2 scores, Agile 3+ et Agile 4, qui ont pour objectif en fait de permettre d'identifier les patients avec une fibrose avancée 3+, ou avec une cirrhose authentique 4. C'est fait à partir des marqueurs dont on a déjà parlé, l'élasticité hépatique, le taux de plaquettes, des transaminases, le diabète, le sexe et l'âge en plus pour l'Agile 3+. Et ces nouveaux tests par rapport au FIB4 et à l'élasticité hépatique étaient ceux qui avaient la meilleure pertinence pour affirmer le diagnostic de fibrose avancée et de cirrhose, et le plus faible taux de patients dans la zone grise nécessitant une biopsie hépatique. Donc en conclusion pour cette partie, on a beaucoup de tests non invasifs à notre disposition. Nous, hépatogastro-entérologues, on commence à bien savoir utiliser les marqueurs, mais on peut encore affiner leur utilisation pour faire de moins en moins de biopsies hépatiques pour les patients qui ont une stéatopathie métabolique. Et puis, et c'est, je pense, la grande nouveauté et quelque chose qu'il va falloir accompagner, l'utilisation de ces tests non invasifs en population générale ou en soins primaires, parce que si on veut améliorer le pronostic des patients, il va falloir faire un diagnostic plus précoce, et ça passera forcément par les médecins généralistes et les diabétologues. Deuxième partie de mon topo, parler un petit peu d'alcool. Alors une transition un petit peu savante avec l'utilisation de l'éthylglucuronide dans les cheveux. C'est un joli papier publié dans JHEPATOL cette année qui suggère que l'utilisation de ce marqueur très spécifique de la consommation d'alcool met en évidence une consommation excessive d'alcool chez les patients avec une stéatopathie métabolique. Alors c'est un travail qui a été fait sur une population de 184 patients, 114 patients avec une stéatopathie métabolique, 70 patients avec une stéatopathie liée à l'alcool. Et ils ont testé plusieurs marqueurs de la consommation d'alcool, le score audit, des tests de biologie courante comme la gamma-GT, le CDT, l'éthylglucuronide dans les urines et l'éthylglucuronide dans les cheveux.
Alors, en fonction de ce qu'ils cherchaient à dépister, il y a beaucoup de courbes montrées, de courbes ROC pour montrer la pertinence de tous ces tests. Donc, je me suis attachée à la comparaison des courbes ROC pour le diagnostic de consommation excessive d'alcool définie par une consommation de plus de 60 grammes par jour. Et le meilleur test était l'éthylglucuronide dans les cheveux, avec une AUC à 1 dans la population de patients NAFLD quand on cherchait une consommation excessive d'alcool. Ce que je dois préciser, c'est que pour les patients qui avaient un éthylglucuronide positif, tous n'avaient pas dans les questionnaires dit qu'ils consommaient de l'alcool, mais tous au final, confrontés au test, ont reconnu que l'éthylglucuronide correspondait à leur consommation réelle. Et moi, j'ai trouvé que c'était un message important, c'est que dans une population de patients pris en charge pour un diagnostic de NAFLD où on est censé considérer qu'il y a une consommation faible d'alcool, eh bien, il y a une proportion assez importante, 28% pour la stéatopathie métabolique, de patients avec une consommation excessive d'alcool. Les auteurs de ce papier concluaient en disant qu'il faudrait peut-être intégrer maintenant l'éthylglucuronide dans le bilan diagnostique des patients pour bien classer entre une stéatose liée à la stéatopathie métabolique avec une consommation faible d'alcool, une stéatose liée à la consommation d'alcool ou pour ce qu'on appelle maintenant la Metabolic Associated Fatty Liver Disease, qui représente la stéatopathie associée à des facteurs de risque métabolique avec ou sans consommation d'alcool. C'est vrai que ce test-là peut être pertinent. Alors, c'est pas simple à faire, c'est pas en routine. Moi, j'ai trouvé que le message le plus important, c'était surtout qu'il faut bien identifier les patients pour lesquels on pense qu'ils ont une stéatopathie métabolique sur leur consommation d'alcool, parce que possiblement, c'est souvent plutôt des maladies associées, en tout cas en France. Donc intéressant et à suivre, je dirais, pour nous aider à bien classer les patients. Et puis, évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de la publication sur l'étude QuickTrans, qui rapporte les résultats de la transplantation, l'accès à la transplantation accélérée pour les patients avec une hépatite alcoolique corticorésistante. Je vous le rappelle, c'est une étude prospective dans laquelle 149 patients ont été évalués pour une transplantation hépatique, les patients identifiés par l'algorithme proposé dans ce travail. L'objectif principal, c'était l'incidence cumulée de la rechute de la consommation d'alcool à 2 ans de la greffe. Et c'était une étude de non-infériorité. Alors malheureusement, sur cet objectif principal, il n'y a pas eu de démonstration de la non-infériorité entre les patients accédant à la transplantation accélérée par rapport à la transplantation standard. Il y avait un peu plus de consommation excessive dans la population de patients avec accès accéléré à la greffe, mais en termes de survie, pas de différence entre les deux populations. Donc, un résultat excellent en termes de survie, un résultat à améliorer, je dirais, en termes de prise en charge addictologique, mais loin de... Il faut pas retenir de ce travail que ça remet en question cette indication de greffe. Je pense que ça doit surtout nous pousser à standardiser les prises en charge des patients après la transplantation hépatique, parce que ce sont des patients qui sont, par définition, potentiellement plus difficiles, et c'est probablement là qu'on va améliorer les résultats pour ces patients. En tout cas, un très très beau travail dans une pathologie extrêmement difficile à prendre en charge, pour laquelle on n'a pas beaucoup d'alternatives. Et puis, je terminerai par le carcinome hépatocellulaire. Alors d'abord, en rappelant qu'on n'en a pas fini avec le carcinome hépatocellulaire, même si maintenant on a de très bons médicaments pour éradiquer le virus de l'hépatite C, pour traiter le virus de l'hépatite B, mais on a l'épidémie métabolique, diabète, obésité. Et si les tendances actuelles se poursuivent, on s'attend à une augmentation qui peut aller jusqu'à plus 55% de l'incidence et de la mortalité liée au carcinome hépatocellulaire. Donc évidemment, on ne va pas s'arrêter de chercher comment prendre en charge ces patients, sachant que on a toujours en France au moins 50% des patients qui au diagnostic ne sont pas éligibles à un traitement à visée curative.
Alors, une question qui est vraiment d'actualité, je trouve, c'est qu'est-ce qu'on fait des patients à qui on a éradiqué le virus de l'hépatite C alors qu'ils avaient une fibrose avancée, qu'ils étaient donc éligibles à un dépistage semestriel. Ça représente maintenant un volume de patients important et eux-mêmes se posent la question de la pertinence de la poursuite de la surveillance semestrielle. Alors, il y a plusieurs tests qui ont déjà été publiés, mais je voulais parler de celui-ci publié cette année, qui propose plusieurs scores en fait, pour stratifier le risque de récidive après guérison du virus de l'hépatite C chez des patients qui ont une maladie chronique du foie avec une fibrose avancée. Message important, c'est que en fonction de leur score, qui prennent en compte l'élasticité hépatique, le taux d'albumine, l'âge, éventuellement la consommation d'alcool et éventuellement le taux d'alpha-fétoprotéines, il y a 2/3 des patients qui se trouvent avec un risque de carcinome hépatocellulaire à moins de 1% par an, qui se situe donc en dessous du seuil pour lequel on estime que le dépistage semestriel échographique est coefficace. Donc aujourd'hui, on n'a pas changé nos pratiques et les recommandations sont toujours de suivre ces patients. On a aujourd'hui différents scores, et ça c'en est un nouveau pour essayer de stratifier les patients en fonction de leur risque. Et probablement que le message de ce papier, c'est surtout de nous pousser à peut-être revisiter les recommandations pour ces populations, en particulier les patients qui n'ont pas de facteur de risque associé de progression de la fibrose, pour lesquels c'est compliqué. C'est pas toujours facile de leur imposer un suivi semestriel. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, la grande majorité des patients qui ont un diagnostic de carcinome hépatocellulaire l'ont à un stade avancé. Et après de nombreuses années avec très peu d'options thérapeutiques pour le CHC avancé, on a eu l'arrivée de nouveaux traitements, et en particulier cette combinaison atezolizumab et bevacizumab qui a montré sa supériorité par rapport au sorafenib et qui est devenu notre nouveau standard en première ligne pour la prise en charge du carcinome hépatocellulaire avancé. Et ce travail publié en 2022, c'est en fait les résultats actualisés de l'étude IMREV 150 qui confirme l'avantage en termes de survie, l'avantage global et l'avantage en termes de survie sans progression de la combinaison atezolizumab-bevacizumab par rapport au sorafenib. 30% de réponses objectives avec atezolizumab-bevacizumab, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avec le sorafenib, même si dans ce travail, il y a quand même 11% de réponses objectives avec le sorafenib. Donc des résultats confirmés très intéressants. Mais très intéressant aussi le résultat de ce travail indépendant qui s'est intéressé en fait à l'impact de l'apparition d'anticorps anti-drogue, anti-atezolizumab, qui peuvent survenir sous traitement. C'est une cohorte prospective coréenne qui a été menée chez 174 patients. Finalement, ils ont pu analyser 132 patients chez des patients chez lesquels ils mesuraient, ils cherchaient l'existence d'anticorps anti-drogue ADA au début du traitement, et puis à 3 semaines au J1 du second cycle. Et comme vous voyez sur les courbes, en fait, les patients qui ont des ADA très élevés, supérieurs à 1000 nanogrammes par millilitre, ont une survie sans progression qui est plus courte, à la fois dans la cohorte test et dans la cohorte de validation, et pareil pour la survie globale. Et donc ce travail souligne le fait que ces ADA pourraient être un marqueur pronostic pour identifier les patients qui vont peut-être avoir des réponses défavorables à cette combinaison thérapeutique, parce que l'exposition à ces ADA diminuerait l'exposition à la drogue atezolizumab. L'autre chose importante, c'est que la présence d'ADA au premier jour du C2 était le facteur le plus important, prédictif indépendant, le plus important après ajustement associé à la survie sans progression et la survie globale de façon défavorable. Donc aujourd'hui, ces ADA, ils ne sont pas disponibles en pratique courante, mais je pense que le message important à retenir de ce travail, c'est qu'il faut peut-être qu'on gagne en expertise sur ces ADA pour savoir comment les utiliser pour pouvoir ensuite mieux adapter le traitement à la situation des patients. Et puis aussi parce qu'on a d'autres nouvelles lignes. Maintenant, il y en a presque une par an. Donc ça, c'est un travail qui rapporte une phase 3
qui testait le tremelimumab, un anti-CTLA4, et le durvalumab, un anti-PD-L1 dans le carcinome hépatocellulaire avancé en première ligne. Plus de 1000 patients, 3 bras ont été continués jusqu'au bout. Cette combinaison trémé-durva pour les intimes, toutes les 4 semaines pour une injection de trémé toutes les 4 semaines pour le durvalumab tout seul toutes les 4 semaines, ou le sorafenib. Et c'était un travail qui était mené en comparaison de supériorité entre la combinaison trémé-durva par rapport au sorafenib, et une étude de non-infériorité entre le durvalumab seul et le sorafenib. Et les résultats de ce travail sont que, il y a une supériorité de la combinaison par rapport au sorafenib, il y a une non-infériorité du durvalumab par rapport au sorafenib, mais pas de supériorité du durva par rapport au sorafenib. Et puis c'est une combinaison qui est très bien tolérée, qui se rapproche de la tolérance de l'atezolizumab et de bevacizumab. Cette combinaison, elle devrait être disponible en France dès l'année prochaine, en fin de 2023. Donc ça va rajouter à la boîte à outils pour ces patients. Et puis, je terminerai, c'est la dernière étude, je terminerai par ce travail qui date pas de 2022, que j'ai trouvé très, très important. La radioembolisation ou Selective Internal Radiation Therapy, c'est un traitement loco-régional du carcinome hépatocellulaire pour lesquels on a eu 3 études de FAT3 qui n'ont pas montré de supériorité par rapport au sorafenib. Mais dans ce travail, les auteurs montrent... essayer de tester l'intérêt de faire une dosimétrie personnalisée, c'est-à-dire d'essayer d'apporter à la tumeur une dose minimum, comme ça se fait en radiothérapie conventionnelle, parce qu'ils avaient émis l'hypothèse que ça pouvait, que la dose apportée à la tumeur dans les études de phase 3 était probablement pas idéale. Donc dans ce travail multicentrique français, dans plusieurs centres, qui s'est intéressé à des CHC avancés, localement avancés, au moins une tumeur de plus de 7 cm, randomisation dosimétrie personnalisée versus dosimétrie standard. L'objectif primaire, c'était la réponse objective évaluée par l'investigateur au 3e mois du traitement. Dans l'analyse en intention de traiter modifiée parmi tous les patients qui ont finalement reçu le traitement, il y a 71% de réponses objectives chez les patients qui ont reçu une dosimétrie personnalisée par rapport à 36% pour la dosimétrie standard, avec des différences de survie globale et de survie sans progression qui sont extrêmement intéressantes, notamment pour les patients qui ont reçu plus de 205 grés à la tumeur. Donc ce travail, il insiste sur le fait qu'il est important d'apporter la bonne dose à la tumeur. Du coup, la radioembolisation, ça peut être un traitement très intéressant pour le CHC de grande taille, plus de 7 cm dans ce travail. Et je finirai par l'actualisation en fait de l'algorithme BCLC, l'actualisation 2022, qui multiplie en fait les possibilités de traitement pour le CHC avancé. C'est la grande nouveauté, et qui introduit la radioembolisation, qui a encore un petit peu de mal à trouver sa place. Et je pense qu'on a encore du travail à faire pour cette option thérapeutique. Voilà. Juste une question pour terminer au sujet de cette nouvelle classification BCLC qui est censée nous aider à naviguer entre les différents traitements puis choisir le meilleur pour les patients. BCLCC, donc la première ligne de traitement, maintenant, c'est devenu l'association atezolizumab-bevacizumab, qu'on utilise tous. Et quand on regarde ce nouvel organigramme, là, après l'atezobeva, on nous conseille de mettre les patients dans des essais cliniques. Alors, c'est une attitude qui est très evidence-based médecine, mais en pratique, tout le monde n'a pas accès. Puis aussi, on a toujours nos TKI. Donc, qu'est-ce qu'on fait en pratique, en fait? Oui, comme le BCLC effectivement rapporte les données liées par rapport à l'evidence-based, effectivement, après la première ligne, ils mettent les essais thérapeutiques parce qu'on n'a pas de données après la première ligne atezolizumab, bevacizumab. Donc en attendant que ces essais se fassent peut-être, effectivement, on doit continuer à traiter les patients. Donc en pratique, on reprend les lignes comme elles étaient avant l'arrivée d'atezolizumab et bevacizumab, c'est-à-dire les TKI, sorafenib notamment, et puis on déroule ensuite les lignes comme elles étaient avant. Mais c'est ce qu'on fait en pratique, je pense que c'est ce que tout le monde fait. On aura probablement des données de vie réelles aussi de ces différentes séquences qui nous aideront à naviguer dans la multiplicité de ces nouvelles lignes qui ne sont pas toujours effectivement comparées entre elles et qui ne seront pas pour lesquelles on n'a pas de données de quoi faire après.
Mais c'est une difficulté qui est toute relative par rapport à une époque où on n'avait pas d'option thérapeutique pour ces patients. Merci beaucoup, Charlotte.